Monsieur Aliel Boutelja, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, adoption ce matin du projet de loi de finances 2023, une loi qui vient en soutien au pouvoir d'achat avec les augmentations de salaire consacrées conformément aux orientations du président de la République dictées au gouvernement. C'est pourquoi le budget de fonctionnement est supérieur à celui de l'équipement. Monsieur Boutelja. En réalité, le budget de l'État de cette année ou la loi de finances a donné la priorité absolue à la préservation du pouvoir d'achat des Algériens et bien sûr à la préservation des avantages sociaux accordés à tous les Algériens aussi. Et il est basé sur un budget de fonctionnement qui a été revu en hausse de 27%. Et un budget d'équipement qui a vu aussi une augmentation de pratiquement 3%, avec le dégel de beaucoup de projets qui ont été gelés pendant plusieurs années, et l'inscription de programmes qui auront pour objectif de donner plus d'enthousiasme pratiquement à la roue économique ou à la vie commerciale et économique en Algérie. C'est un budget, cette année, on rentre directement, chose à saluer bien sûr, c'est le respect du gouvernement de la loi organique 1815 relative au budget avec objectif. Et là, on est tablé sur un budget étalé sur 3 années. Pour cette première année 2023, c'est un budget avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'objectivité. Et on attend, si l'application va suivre, un budget de 98 milliards de dollars, équivalent de pratiquement presque 14 milliards, 1000 milliards de dinars, peut donner beaucoup de choses positives, beaucoup de mesures positives pour tous les Algériens. Alors, pas de taxes, pas de nouveaux impôts dans cette loi qui touche le pouvoir d'achat directement, puisque les transferts sociaux sont maintenus avec une enveloppe de plus de 18 milliards de dollars. Monsieur Boutelja, ça c'est pour aussi en soutien à cette inflation qui est importée. Oui, d'un côté, le contexte général de l'adoption, de l'élaboration de ce budget, il est connu. Crise sanitaire du Covid, plus de 2 ans, qui a laissé des séquelles très très profondes dans l'économie mondiale, notamment l'économie algérienne. Il n'y a pas aussi que ça, il y a aussi la crise sécuritaire, il y a la crise russo-ukrainienne qui a aussi touché beaucoup d'aspects, notamment en Europe, par rapport à l'énergie, par rapport à d'autres produits de première nécessité, notamment les produits soutenus par les pouvoirs publics en Algérie. Et là, on se retrouve obligé de suivre l'aspect ou de consacrer le côté social et donner plus d'importance à cet aspect-là, et ça en respectant bien sûr de l'aspect social de l'État et de protéger bien sûr les familles les plus nécessiteuses ou les tranches de société qui nécessitent de l'aide dans les fonds qui ont été accordés à cet aspect. Alors, M. Boutelja, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a eu bien sûr la réponse du ministre des Finances. Aujourd'hui, on va procéder bien sûr à l'adoption de ce projet de loi de finances pour l'exercice 2023 qui concerne l'équivalent de 98 milliards de dollars en termes bien sûr de budget de l'État, tout azimut, entre bien sûr dépenses de fonctionnement et dépenses d'équipement. Alors, il y a eu bien sûr par la suite des amendements qui ont été proposés en plénière. Il y a eu 46 amendements proposés qui concernent essentiellement, je donne quelques secteurs, le matériel agricole et les voitures d'occasion qui seront importées. Les députés ont plaidé pour les plus de 3 ans et moins de 5 ans. Ces amendements ont été revus à la baisse après l'examen de la commission. Combien ont été retenus et qui seront votés ce matin? En réalité, sur les 46 projets d'amendement ou demandes d'amendement, il y a eu 2 traitements. Le traitement, bien sûr, du bureau sur le plan forme, où il restait 32 demandes d'amendement au projet d'amendement. Après traitement de la commission, il en reste 11 projets d'amendement qui vont faire l'objet de votes en plénière. Il y a eu 10 projets d'amendement qui ont été pris en charge par la commission des finances, après discussion avec les services du ministère des Finances, et on a eu pratiquement 11 qui ont été rejetés par la commission.
Alors, retenus par la commission. Où ils ont été retirés par les demandeurs du projet d'amendement. Oui, mais ceux qui ont été retenus concernent essentiellement quels aspects? Bon, concerne, parmi ce que vous avez mentionné, il y a le matériel agricole. Le projet stipule que le matériel agricole autorisé à être dédouané, c'est un matériel avec une durée de vie de 5 ans. Là, on est sur 7 ans. Ça veut dire que la durée a été revue à la hausse pour donner plus d'opportunités aux agriculteurs d'octroyer ce matériel vu les prix à l'étranger. Ça a primo. Deuxièmement, pour ce qui est des amendements concernant les véhicules, l'amendement concernant d'aller vers 5 années a été rejeté. Mais il y a eu d'autres amendements qui concernaient bien sûr les exonérations par rapport aux taxes douanières aux véhicules hybrides à utilisation mixte, essence et électrique. Là, on est allé jusqu'à 80% pour les véhicules à 1800 cm3 et au-delà de 50% pour les autres véhicules. Là, c'est des amendements aussi qui peuvent donner l'opportunité à beaucoup d'Algériens d'octroyer ces véhicules de l'étranger. Donc en clair, bien sûr, la proposition des députés qui ont plaidé pour les voitures d'occasion de plus de 3 ans et moins de 5 ans a été rejetée par la commission, pas retenue. A été rejetée et par le bureau et par la commission, vu qu'elle aura un impact sur les recettes des dédouanements et du fisc. Et bien sûr, la vétusté du véhicule de plus de 3 ans. Alors, autre aspect que je voudrais aborder avec vous par rapport à ces amendements, il y a eu aussi cette taxe qui a été imposée à l'importation de 2%, supprimée ou retenue ou maintenue. Jusque-là, elle n'a pas été supprimée. Dans les projets d'amendement, aussi, elle a été supprimée parce que dans les projets d'amendement, là aussi, ça peut provoquer une baisse des recettes. C'est l'article 147 de la Constitution. Chaque projet d'amendement qui ne propose pas des recettes par rapport à la diminution de d'autres recettes dans n'importe quel article doit être rejeté. Et ça, c'est constitutionnel. Là, les 2%, il faut préciser que ça concerne un aspect solidaritaire parce que elle allait être versée ou elle va être versée directement vers la Caisse nationale de retraite. Il y a eu 2% qui ont été imposés dans la loi de finances 2018 et là on rajoute 2%. On est à 4% des produits importés à l'état final. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, M. Boutilja, c'est que dans les débats et durant les débats, il y a eu beaucoup d'interventions de députés demandant à instituer la taxe sur la fortune dont on parle depuis quelques années jusque-là. Jusqu'à cette législature, elle est rejetée pratiquement par les députés. Cette fois-ci, il y a eu rejet ou alors c'est une taxe qui va être mise en œuvre progressivement en fonction justement des données qui doivent être vérifiées sur le terrain. C'est ça la volonté aujourd'hui des députés ou alors c'est un rejet tout simplement de cette taxe sur la fortune? Pourquoi les députés ne veulent pas l'instituer? Non, c'est pas une question de volonté des députés. Là, c'est le projet qui le stipule. Le projet parle d'entamer des enquêtes plus approfondies pour avoir plus de détails pour, bien sûr, aller vers les bonnes cibles et pour aller aussi vers les bons taux d'imposition. Et le gouvernement s'est engagé pour cette année de finaliser toutes ces enquêtes approfondies par rapport à ces cibles. Et il sera prévu que dans le budget de l'État 2024, il va y avoir des taxes bien définies. Moi, je trouve que c'est tout à fait le contraire. Les députés sont très favorables pour ces taxes dans deux sens. Il y a un sens solidaritaire par rapport aux gens qui sont détenteurs de fonds et aussi dans un cadre bien sûr de la justice d'imposition. Donc elle est seulement différée en attendant la mise en place de certains mécanismes qui permettent d'identifier avec précision le niveau de fortune? Oui, on peut dire ça. Bon, différer. Il y a les signes extérieurs de la richesse aussi, qui peuvent aussi être un indicateur.
Il y a plusieurs indicateurs dans les services concernés. Ils vont bien sûr les délimiter et tout. Mais ce qui est sûr, c'est pas une question de différer, mais les circonstances l'imposent. Ça veut dire aller aussi plonger, s'aventurer dans des demandes ou dans des taxes comme ça imposées, et après on se retrouve avec erreur de cible ou erreur de taux et tout. Là aussi, ça peut être difficile de revenir en arrière. On préfère travailler sur de bonnes bases, sur une bonne assiette fiscale pour avancer. Alors, la loi de finances est élaborée sur la base, bien sûr, d'un baril de pétrole équivalent à $60. On continue encore à financer l'économie à hauteur pratiquement de 98% des recettes d'hydrocarbures. Il faut trouver des alternatives puisqu'aujourd'hui, l'Algérie s'ouvre sur l'international en matière d'investissement avec la loi sur l'investissement qui a été adoptée. Dans les textes aussi ont été promulgués. Monsieur Boutelja, il faut aller vers cette alternative. Oui, bon, il faut d'abord saluer les efforts fournis par le gouvernement. On est passé à peine il y a 3 ans de ça d'1,5 milliard de dollars d'exportation hors hydrocarbures à 7 milliards prévus cette fin d'année, et avec un engagement du gouvernement d'y arriver à 10 milliards de dollars à la fin de l'année 2023, chose qu'il faut soutenir, qu'il faut bien sûr encourager. Ça d'un côté, d'un autre côté, il faut aller à la recherche bien sûr de substitution par rapport aux recettes de l'économie nationale dans les exportations. Il faut mettre l'accent sur ça. Il faut travailler sur le dossier d'une façon plus professionnelle. Il faut aller vers des programmes d'exportation. On n'exporte pas des quantités restantes. Là, c'est un programme qui devait être destiné. Et bien sûr, il faut aller à la recherche de créneaux bien précis. Il ne faut pas essayer d'exporter n'importe quoi et n'importe où. Là, il faut aller vers des secteurs bien déterminés, vers des produits bien déterminés où l'Algérie a le potentiel d'exporter. Bien sûr, il y a beaucoup de mesures incitatives qui ont été mises en œuvre par rapport au code de l'investissement, par rapport aux lois de finances et tout. Ça va venir avec le temps. Nous sommes très optimistes et je pense qu'on a beaucoup de potentiel à évoluer dans ce cadre-là. Alors les députés ont le droit de regard bien sûr sur le travail de l'exécutif par rapport à cette inflation. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait mettre en place des mécanismes qui permettent de réguler cette inflation qui parfois est préjudiciable aux consommateurs? Très préjudiciable aux consommateurs. Oui, bon, en réalité, c'était un choix difficile, aller vers un budget avec plus de sécurité, avec moins de risques, mais ça pouvait toucher le pouvoir d'achat des Algériens. Là, le président de la République, le gouvernement a pris l'autre option, c'est de prendre des risques avec un baril de pétrole revu à la hausse comme prix de référence jusqu'à $60, avec un prix sur le marché de $70, tout en prenant le risque de baisse de recettes, mais ça peut donner aussi plus de vision, plus d'enthousiasme au marché et aux recettes nationales. Et là, c'est une question de choix. Après, quelles seront les conséquences ou quelles sont les conséquences de l'inflation? Ça, je pense que c'est partout dans le monde. Vu les hausses des prix, on observe actuellement des hausses de l'inflation partout dans le monde, même dans les pays qui étaient vraiment épargnés pendant des décennies, avec des économies très équilibrées, mais les chiffres de l'inflation ont été très rehaussés par rapport aux conditions, par rapport aux circonstances actuelles. Alors, c'est des aspects avec des chiffres bien sûr qui sont confortés aujourd'hui par le rapport du FMI qui préconise une croissance à partir de 2023 avec bien sûr l'adoption du code de l'investissement où l'Algérie s'ouvre à l'international par rapport à certains secteurs aussi qui sont fortement importants à valeur ajoutée et également une résilience de notre économie. Cela conforte un peu l'action du Parlement. Oui, bon. L'autre regard. En jetant un coup d'œil sur les conclusions du rapport du FMI. La délégation qui était présentée. Oui, ça confirme encore une fois que la politique exercée et suivie par le gouvernement en ce moment, c'est une politique qui a beaucoup de vision, qui a beaucoup d'objectivité et qui peut aller vers la résolution de la crise économique. Ça va pas se faire dans 1 année ou 2 ans, mais quand même
même, on est sur le bon chemin. Et encore une fois, ça confirme d'une institution internationale renommée et reconnue par rapport à ces conclusions. Quoi. Alors, Monsieur Ali El-Boutelja, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Bien sûr, le rapport de la délégation du FMI qui était présente ici pendant quelques jours à Alger, qui a eu à rencontrer des hauts responsables. À l'issue, bien sûr, une conférence de presse a été organisée. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que dans son intervention, la chef de la mission du FMI en Algérie n'a pas manqué de saluer les mesures pour améliorer la qualité et la disponibilité des données statistiques. Ça, c'est important. On consacre aujourd'hui clairement la transparence et une meilleure visibilité en matière, bien sûr, de chiffres et de données. C'est important. C'est très important. C'est ça la nouvelle gouvernance. C'est ça la nouvelle approche de l'Algérie nouvelle. En réalité, c'est encore une fois... On n'a plus rien à cacher. Il n'y a pas de raison, c'est une économie nationale qui est basée sur des recettes très connues, les sources sont très connues, on ne fait pas de blanchiment d'argent ici en Algérie, c'est un gouvernement légitime, les institutions politiques sont légitimes, le peuple algérien est là, on vit une stabilité politique, stabilité sécuritaire, stabilité économique, tout ça pousse... Social aussi. Social beaucoup plus, et tout ça pousse les gens à revenir à la raison et à revenir à la réalité. Encore une fois, c'est un témoignage, c'est vrai qui nous réconforte, mais aussi qui est un message très très clair pour beaucoup d'institutions internationales confuses, beaucoup de pays à l'international qui avaient des approches ou des reproches par rapport à l'économie nationale ou par rapport à la bonne gestion de l'argent public. Alors, on est en rupture ou dans un esprit de rupture avec les pratiques antérieures. C'est ça aujourd'hui, cette nouvelle gouvernance? Bon, il était temps que, vu le potentiel que l'Algérie a sur le plan financier, naturel ou humain, qu'on aille directement vers la bonne gestion, vers la bonne gouvernance. Et l'Algérie nouvelle est en train de se tracer de jour en jour. On a plus de visibilité à l'horizon. L'Algérie des années prochaines n'aura rien à voir avec l'Algérie des anciennes décennies. Alors 2023, ce sera l'année de la croissance, bien sûr avec l'adoption du nouveau code de l'investissement, avec les textes d'application qui sont parus. Il faut accélérer cette cadence impérativement aujourd'hui pour éviter bien sûr de sombrer dans une crise sociale, puisqu'on a besoin à la fois de valeur ajoutée et surtout de création des emplois. Oui, bon, c'est parmi ce qui a été dit à l'hémicycle à l'APN. Il y a beaucoup de députés ont insisté. Sur cet aspect. Oui, ils sont revenus, ont insisté beaucoup plus sur la rigueur de la gestion de l'argent public, sur la rigueur de l'application du programme. Vu que vous allez contrôler, vous allez vérifier. Et oui, ça rentre dans le cœur des prérogatives constitutionnelles de l'Assemblée populaire nationale, des députés. Hein. Et puis, il n'y a pas que la législation, il y a aussi le contrôle populaire sur l'activité de l'exécutif, du gouvernement. Et aussi, cette année, vu que c'est un programme ou c'est un budget avec objectif, là, c'est des comptes à rendre qui seront demandés au gouvernement par rapport à la réalisation. Parce que là, avec un budget très important aussi, pas seulement en budget de fonctionnement, le budget d'équipement qui est aux alentours de 4 000 milliards aussi. 4 000 milliards de dinars, c'est pas rien du tout. Il y a beaucoup de projets qui ont été dégelés, il y a beaucoup de projets qui ont été inscrits, projets structurels, projets qui vont participer nettement à améliorer le cadre de vie des Algériens, la prise en charge de beaucoup de doléances par rapport à pas mal de wilayas, surtout dans l'intérieur du pays. Tout ça, c'est un programme très ambitieux. Si le gouvernement aura la rigueur et l'engagement qu'il faut pour bien sûr concrétiser ce programme, moi j'en suis persuadé qu'il va y avoir des milliers de postes d'emploi qui vont être créés et bien sûr ça va participer activement dans le lancement de la roue économique en Algérie. Bien sûr, le budget d'équipement, c'est la commande publique qui tire la croissance et crée des emplois. Je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect qui est important aujourd'hui. Nous avons vu, conformément à la Constitution, il est stipulé clairement que les lois doivent être impérativement accompagnées des textes d'application pour s'assurer de leur applicabilité et pour que, bien sûr, dans les textes de loi, on ne détourne pas d'une façon ou d'une autre le principe de la loi. Jusque-là, les textes d'application
ne sont pas accompagnées par les lois. La seule qui a fait l'objet d'application rapide des textes d'application, c'est la loi sur l'investissement. Pour la loi de finances pour l'exercice 2023, le président de la République, dans le dernier Conseil des ministres, a donné des orientations très claires, faire paraître le plus tôt possible les textes d'application pour que la loi soit en vigueur dès janvier prochain. Est-ce que c'est une question aujourd'hui qui est fortement discutée au niveau de l'hémicycle par rapport à ces textes d'application qui n'accompagnent pas souvent les lois? Déjà, n'est pas seulement débattu, mais c'est une question essentielle. Et oui, essentielle et même M. Boudil, le président du primordial. Sénat, l'avait fortement soulevé. Et primordial, et même on est en train de demander à chaque fois au gouvernement et dans plusieurs projets de loi, l'auto-entrepreneur, le projet relatif à l'amendement de 0306 relatif à la fonction publique, on a demandé deux choses. La première des choses, c'est de limiter le nombre de textes d'application déjà. Il faut que ça soit... C'est le cas pour la loi sur l'investissement, et oui, 8 articles. Et oui, il faut limiter les textes d'application. Et puis, il faut que le gouvernement s'engage à chaque fois de les établir dans les plus brefs délais. Quand on parle du plus bref délai, c'est une question de semaines, pas question d'années, hein, parce qu'il y a des lois qui ont resté des années sans texte d'application. Là, la première bonne expérience, elle a été établie avec le Code de l'investissement. L'auto-entrepreneur et le 0306 relatif à l'amendement de texte de la fonction publique aussi, les deux ministres se sont engagés clairement devant les députés que les textes d'application vont être établis dans les 2-3 semaines, pratiquement 10 jours après la publication de la loi sur le journal officiel. Ils doivent accompagner la loi dans la Constitution. Oui, bon, ils doivent... Parce que les députés ont droit de regard sur les textes d'application également. Ils doivent accompagner la loi, d'accord, mais des fois, il faut attendre la loi pour avoir des textes d'application. C'est un petit peu limite, c'est un petit peu limite, parce que une loi, quand elle arrive au niveau de l'APN, elle arrive en tant que projet, hein, et puis il y a le Conseil de la Nation aussi après, et après il y a le journal officiel. Tout ça, c'est des étapes à respecter pour que les textes d'application soient au détail près relatifs à la loi. Il y a aussi pour la loi de finances de cette année, il y a 8 textes d'application. On attend l'établissement de ces textes avant le 1er janvier, avant le 31 décembre. Les textes d'application doivent être là parce que si on va prendre l'exemple de matériel agricole ou de véhicules utilisés de moins de 3 ans, les textes d'application doivent apparaître avant le 31 décembre pour que l'application soit au 1er janvier. Et c'est un engagement du Conseil des ministres, c'est un engagement du président de la République. Les textes d'application assurent la stabilité juridique, c'est impératif aujourd'hui, aussi bien pour l'investissement que les autres aspects liés bien sûr à la société. Assure la stabilité et d'un autre côté accompagne l'application et facilite l'application de la réglementation et éviter au maximum les confusions et les litiges. Les textes d'application seront là pour faciliter la vie et pour les institutions de l'État, si on prend l'exemple des douanes, des impôts et tout, et même aux citoyens qui seront en confrontation avec ces institutions. Les textes d'application sont l'âme de la loi et nous, en tant qu'Assemblée populaire, on a toujours revendiqué ça pour que les textes d'application soient ou va dans le même sens que la loi. Parce que des fois, dans un article, on peut avoir plusieurs interprétations et bien sûr, le texte d'application peut prendre un sens par rapport à d'autres. Et sur ça, à chaque fois, on demande la diminution de nos textes d'application pour que la loi, toujours, c'est elle qui prime, c'est pas les textes d'application. Alors justement, par rapport à cette loi qui doit primer et sa constitutionnalité, hier, bien sûr, un accord a été signé entre l'Assemblée populaire nationale et la Cour constitutionnelle. C'est important pour s'assurer de la constitutionnalité des textes. C'est très important. Et leur conformité. Il y a aussi... Mais conforme aussi aux principes de la nouvelle Constitution. Moi, d'abord, je vais mettre l'accent sur l'enthousiasme et l'activité du président de l'APN, ainsi que du bureau des vice-présidents, ainsi que le travail de la diplomatie parlementaire qui a pris une autre dimension ces 2 dernières années. Il y a aussi l'ouverture de l'APN par rapport à son environnement. Et là, la rencontre d'hier ou la visite... Rester aussi en contact avec ses élus. Et bien sûr, c'est le cas. On a organisé, l'APN a organisé sous la présidence de M. Brahim Bourali une journée d'études
au niveau du siège de la wilaya d'Alger. La rencontre a pris l'ensemble des présidents d'APC de la wilaya d'Alger et d'autres wilayas, ainsi que les présidents des assemblées populaires de wilaya. Une correspondance a été adressée au ministère de l'Intérieur par le président de l'APN pour inviter tous les élus locaux, notamment le président d'APC et le président d'APOI, pour nous accompagner dans cette journée d'études, pour assister, pour avoir une idée ce qu'on est en train de faire par rapport à la loi de finances. Et ça a été une journée de réussite. Et pour la première fois, la journée parlementaire a été organisée au niveau du siège de la wilaya d'Alger. Ça veut dire qu'on est en train de s'ouvrir encore une fois sur les institutions locales. Ça, c'est très important. Ce qui concerne la Cour constitutionnelle, ça peut apporter une valeur ajoutée par rapport à la formation des élus. Parce que il faut, par rapport à la formation des députés plutôt, pourquoi? Pour aller vers un petit peu la spécialisation, pour aller vers la perfection, pour aller à une participation plus active dans les amendements, dans les discussions des différentes lois. Par rapport à la constitutionnalité des textes, c'est important aussi. C'est très important. Et ça, c'est la formation. On parlait à la formation et le contact surtout. On parlait tout à l'heure des amendements. Il y a eu 46 amendements au début et il en est resté 30 au niveau du bureau. La plupart ont été rejetés par rapport à l'article 147 de la Constitution. Là leur aussi, constitutionnalité. Sur la constitutionnalité des demandes pour ne ou pas des projets être d'amendement. en porte-à-faux avec d'autres textes. Absolument. Dans l'objectif de cette visite de Monsieur le Président de l'APN. Et pour l'avenir, on aura de meilleurs jours par rapport à cet aspect. Alors, les consultations qui concernent bien sûr les différents textes de loi, c'est le même principe que vous allez consacrer pour les autres textes qui vont arriver prochainement au niveau de l'hémicycle, comme par exemple la loi sur l'information qui est en débat actuellement, ou la loi sur les collectivités locales. Et le code de la collectivité locale, c'est important. Déjà pour la valorisation des territoires. Déjà pour le code des collectivités locales, l'année passée, il y a eu 2 journées parlementaires, une organisée par 2 groupes parlementaires, je me rappelle, et c'était des journées très fructueuses avec des débats de très très haut niveau. Et aussi, il faut pas l'oublier qu'il y a pratiquement 5 députés qui participent dans la commission nationale de la révision de code des collectivités locales et qui sont en train de mettre bien sûr le point sur pas mal d'aspects, notamment sur les prérogatives qui devaient être accordées aux élus, sur les perspectives de la commune, sur le sens économique et bien sûr la participation de la commune dans la richesse nationale. Tout ça, c'est des aspects dont les députés y participent activement. Aussi, pour d'autres lois, il y a eu pas mal de journées d'études et tout, notamment avant le passage du code de l'investissement, avant le vote du code de l'investissement. Il y a eu aussi une journée parlementaire. C'est une nouvelle approche, c'est un nouveau enthousiasme, c'est une nouvelle vision au niveau de l'APN. Les groupes parlementaires participent avec des visions et bien sûr des convictions politiques, mais aussi les différentes commissions de l'APN aussi participent et organisent des journées avec des objectifs très très ambitieux. Alors le code des collectivités locales, sa révision s'impose aujourd'hui pour assurer l'équité et au droit au développement à travers tout le territoire national, sur les 58 wilayas. Oui. Équité et justice. Et droit au développement. Justice de répartition de richesse déjà, ça relève pas seulement du code de la commune, ça relève du code de la fiscalité locale aussi. Il est impératif de le mettre en œuvre. Absolument. On en parle depuis 2007, le code de la fiscalité locale. Et oui, il est impératif. Il y avait des projets mais qui n'ont jamais été adoptés. Il est impératif de le réviser. Il est inconcevable de rester sur des communes avec des revenus dont on n'arrive pas à dépenser. Et on a de nouvelles communes maintenant. Et on a de nouvelles wilayas. On a de nouvelles wilayas, mais aussi on a des communes qui n'arrivent même pas à réaliser des petits travaux comme ça dans les écoles vu le déficit. Et ça reste un défaut par rapport à la fiscalité locale. Et je trouve que la révision du code de la fiscalité locale sera de taille pour rééquilibrer un petit peu la répartition des richesses. Le code de la commune aussi sera là pour donner plus d'ouverture, plus de champs d'activité, d'intervention des élus locaux par rapport à pas mal d'aspects, notamment l'aspect économique. Il y a aussi d'autres aspects où le code de la commune
peut donner plus de présence de cette institution, cellule de l'État, dans la vie quotidienne des Algériens, notamment en revenant vers la police communale qui pourra participer dans pas mal d'aspects, sur le plan prise en charge des aspects sanitaires, environnementaux, l'urbanisme beaucoup plus, parce que c'est la commune qui a le plus de prérogatives dans ce domaine. Il y a plusieurs aspects. Moi, je trouve que la révision du code de la commune et de la wilaya, de l'Assemblée populaire de wilaya, elle est très très importante, même dans l'application des programmes de l'État. Quand on parle de plan d'action du gouvernement, et on sait pertinemment que 60 à 70% de ce programme revient dans l'application aux prérogatives des collectivités locales, là, il faut aller directement, il faut aller rapidement, il faut aller en urgence vers la révision de ce code pour donner plus de champs d'intervention à ces collectivités locales dans la vie des Algériens. Même si au niveau du gouvernement, il y a eu des plans d'urgence de développement au niveau de certaines collectivités locales, il y a eu Rajla, il y a actuellement Tessim Silt, d'autres localités seront également concernées sur instruction du président de la République. Je voudrais revenir avec vous sur cet aspect lié bien sûr à la fiscalité locale. Il faut adopter de telle sorte à éviter c'est-à-dire de telle sorte à assurer des moyens qui permettent aux collectivités locales de se développer sans recourir bien sûr au budget de l'État. Bon, il y a aujourd'hui des fonds pour le Sud, le fonds bien sûr pour les hauts plateaux, des enveloppes qui sont consacrées annuellement au niveau des collectivités, mais il faut que les communes, c'est-à-dire valorisent leurs richesses pour ne plus rester dépendants du budget de l'État. Bon, concernant les fonds, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y avait beaucoup d'interventions des députés qui demandaient plus de transparence dans la gestion de ces fonds. On demande plus d'impact, on demande plus de droit de regard sur ça, parce que ces fonds-là, il faut qu'ils... Et c'est votre rôle en tant que député. Oui, c'est parce que ces fonds-là devaient avoir plus d'impact sur le quotidien des Algériens d'un côté. D'un autre côté, pour la participation de la commune dans le rééquilibre budgétaire communal déjà, qui peut être bénéfique pour le trésor public. Là, il y a eu des mesures qui ont été prises dans la loi de finances 2022 déjà. Il y a eu la taxe d'habitation, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui ont été basculées vers les prérogatives des receveurs communaux d'impôts, pas aux receveurs communaux du trésor communal. Là, c'est une mesure qui avait pour objectif de donner plus de recouvrement, d'aller plus vers des mesures plus sérieuses, plus rigoureuses. Ça d'un côté. Mais les recettes de la vignette automobile devraient être aussi versées au niveau des collectivités locales. C'est un petit pourcentage qui est reversé. C'est un petit pourcentage reste 20%. Qui est reversé. Le reste au trésor. Il faut les rappeler qu'il y a 22 taxes au niveau de la commune qui doivent être aussi reversées directement vers le compte de la commune. Il y a aussi la valorisation des richesses des communes aussi, des biens communaux, parce qu'il y a des communes qui ont des piscines, des salles des fêtes, des logements, des musées, des terres agricoles, tout ça qui ont jamais été revalorisés par rapport à leur montant de location et de loyer. Là aussi, c'est un dossier à bien travailler sur. Certaines ont sur leur territoire le siège de Sonatrach, il y a aussi les ports, aéroports aussi. Bon, ça c'est le côté fiscalité. Moi-même, à chaque fois, je réitérais une vision par rapport à ça. Moi, j'ai l'idée que ces institutions ou ces entreprises, je dirais de dimension nationale, vous avez cité Sonatrach, Sonalgaz, la DE, il y a aussi les ports, les aéroports. Je pense qu'il est plus opportun de reverser les revenus fiscaux de toutes ces entreprises, toutes ces institutions sur une caisse centrale qui devait être reversée selon la population de chaque commune, pour essayer de rééquilibrer un petit peu les niveaux. Pour ne pas avoir cette inadéquation entre une commune très riche et une commune très pauvre. Même Absolument. Le président de la République l'a soulevé la dernière fois lors de son intervention. Là, on frôle les 1000 communes avec des budgets déficitaires. Il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts et aller vers une vision plus claire par rapport à ça. 1000 sur 1541 communes à travers le territoire national. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que la loi de finances, telle qu'elle a été aujourd'hui pensée, est réaliste ? Réaliste, dans quel sens ? Réaliste... Par rapport au contexte, à la conjoncture, après Covid ?
c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est une approche qui a été adoptée par le gouvernement, par Monsieur le Président de la République. On avait deux axes. Soit garder, bien sûr, ne pas prendre de risques, garder les mêmes salaires, garder les mêmes avantages sociaux, et wait and see et voir qu'est-ce que ça va arriver dans l'avenir, ou opter vers un budget avec beaucoup plus d'importance sur l'aspect social et la prise en charge, bien sûr, des doléances des Algériens par rapport au pouvoir d'achat. Le risque est là, c'est vrai, mais je pense que les indices sont très très favorables pour la relance de l'économie nationale qui peut participer activement dans le rééquilibre du budget. La digitalisation par rapport à l'administration et ses lourdeurs, il faut l'accélérer aujourd'hui impérativement pour assurer, bien sûr, pour lutter contre cette bureaucratie pure et dure. Il n'y a pas un député qui montre au pupitre et ne parle pas de digitalisation. Tout le monde a parlé de ça. Il y a des secteurs où on a bien avancé, le cadastre, les douanes, il y a des secteurs où on a bien avancé. Il y en a d'autres secteurs qui sont la justice, on a bien avancé. L'intérieur, le ministère de l'Intérieur, aussi les collectivités, on a très très bien avancé. La CNAS, la sécurité sociale, la CNAS, la CASNOS, qui furent les premiers à mettre en place la digitalisation avec la carte Chifa. Eh ben oui. Donc on était leader déjà durant les années 2000. Hein, ça a commencé, ça a été. Quand même, il y a eu un grand travail qui a été fait dans ce contexte. La carte Chifa a marqué le début de la digitalisation. Reste des efforts considérables à fournir dans le secteur, beaucoup plus des impôts, le fisc, et bien sûr le foncier, notamment la délivrance des livrets fonciers et les domaines nationaux. Ça, c'est les deux secteurs stratégiques où il faut aller vers la digitalisation avec une vitesse de croisière. La lutte contre, bien sûr, la corruption, c'est primordial également dans certains secteurs. Monsieur Boutelja. Corruption, fraude fiscale, blanchiment d'argent, pas mal d'aspects. L'informel, tout ça, la digitalisation va mettre fin à tous ces aspects négatifs. Mettre fin au marché parallèle de la devise, c'est important également pour vous au niveau de l'hémicycle. C'est la question de l'auditeur rapidement, Monsieur Boutelja. Marché informel de la devise. Ils sont pas loin, hein? Oui, nous sommes à quelques mètres près. Seulement, c'est un phénomène qui a duré des années et nécessite beaucoup d'efforts sur le plan économique et financier. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, la protection de la production nationale, c'est impératif puisque beaucoup d'États reviennent à cette notion du patriotisme économique, à commencer par les États-Unis, First America. Oui, avec Trump. Oui, mais à condition d'avoir une vraie économie nationale basée sur de bonnes bases. Là, il faut la développer impérativement. Oui, il faut un effort considérable, il faut beaucoup de travail par rapport à ce créneau, parce que on a des potentialités qu'il faut valoriser. Dans les mines. On a beaucoup de potentiel, c'est vrai, mais est-ce qu'on a bien investi pendant des années depuis l'indépendance? C'était pas le cas, malheureusement. Il faut que ça devienne des secteurs prioritaires. Les renouvelables, par exemple. Il faut cibler les créneaux. On parle aujourd'hui de sécurité énergétique. Depuis tout à l'heure, je parlais de cible. Il faut cibler les créneaux dont on doit développer rapidement. La sécurité alimentaire primordiale. Là, c'est incontestable. Ça veut dire tous les pays se préoccupent de cette question. C'est à la page, c'est à la une. Et c'est tout le monde qui a pris conscience après la guerre russo-ukrainienne. Monsieur Allel Boutelja, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt.